Mon mari était un commissaire de police décoré qui a volé 5 millions d'euros d'argent de cartel dans la salle des preuves pour disparaître avec sa maîtresse de 25 ans. Il a créé un compte offshore à mon nom, falsifié mes signatures et avait pleinement l'intention de me laisser en prison fédérale pendant qu'il sirotait des cocktails dans un pays sans traité d'extradition. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé 30 ans comme auditrice financière, que j'avais déjà trouvé tous les fichiers sur cette clé USB et que j'avais fait don de toute sa caisse de fuite à la Fondation des orphelins de l'État, en direct à la télévision, pendant qu'il se tenait à un pupitre à parler de la lutte contre les cartels. Il n'a pas seulement perdu l'argent, il l'a remis aux orphelins et a signé lui-même le chèque. Bienvenue sur Secret Confessions, True Stories. Si vous aimez les histoires où le propre plan d'un homme corrompu devient l'arme qui le détruit, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment mon mari est accidentellement devenu le criminel le plus généreux de l'histoire de cet État et comment je suis sortie de cette conférence de presse libre pendant que le FBI en est sorti avec lui en menottes. Marcus et moi étions mariés depuis 25 ans. Je veux commencer là, avec ce chiffre, parce que je pense que 25 ans d'une vie construite ensemble méritent d'être reconnus avant que je vous raconte comment ça s'est terminé, même quand la fin révèle que le bâtiment avait des fissures que je n'avais pas vues ou que je n'avais pas voulu voir. Nous nous sommes mariés quand j'avais 30 ans, quand il était un jeune agent de patrouille avec de l'ambition et une façon de commander une pièce qui faisait que les gens lui faisaient confiance avant qu'il leur en ait donné une raison. J'étais auditrice financière dans une banque régionale à l'époque, un travail qui exige un tempérament particulier, méthodique, patient, à l'aise avec l'accumulation lente de preuves vers une conclusion qu'on n'annonce pas avant d'être certain. Ces qualités, comme il s'est avéré, m'ont très bien servi à la fin de notre mariage. Sa montée était réelle. Je veux être juste à ce sujet. Il était un officier de police genuinement compétent dans les années où son caractère était encore organisé autour de faire le travail correctement plutôt que d'utiliser le travail à des fins personnelles. Il clôturait des affaires. Il construisait des réseaux d'informateurs. Il naviguait dans la politique départementale avec la compétence particulière de quelqu'un qui comprenait que l'avancement nécessitait à la fois la compétence et les bonnes relations, et il cultivait les deux. Je n'étais pas derrière sa carrière dans le sens de tirer des ficelles ou de passer des appels. J'étais derrière elle dans le sens plus profond, l'infrastructure opérationnelle d'une vie qui lui permettait de faire le travail visible. Le foyer, les obligations sociales, la gestion financière, les 25 ans de petites décisions prises au service d'un avenir partagé. La liaison n'était pas subtile. J'ai parlé à d'autres femmes dans des situations similaires, et il y a parfois une question de savoir si elles ont remarqué. Et la réponse honnête dans mon cas est que j'ai remarqué, et j'ai géré le fait de remarquer de la façon dont les gens gèrent les choses qui sont douloureuses et qui n'ont pas de résolution claire. Kayla avait 25 ans et avait rejoint le département 18 mois avant que tout se termine. Il n'était pas discret. Il ne prenait pas les appels dans une autre pièce. Il rentrait parfois chez lui avec la négligence particulière de quelqu'un qui a cessé d'essayer de cacher quelque chose parce qu'il a décidé que sa position le protégeait des conséquences. J'avais été auditrice financière pendant 30 ans. L'une des choses que vous apprenez dans cette profession, c'est quand quelqu'un a décidé que sa position le protège des conséquences. C'est une posture reconnaissable, et c'est presque toujours la posture qui précède une erreur catastrophique. La clé USB était dans la poche de sa veste d'uniforme. Il avait laissé la veste sur la chaise dans la chambre, ce qu'il n'aurait normalement pas fait, et la distribution du poids particulière de la veste, la lourdeur particulière d'une poche par rapport à l'autre, s'est enregistrée dans mon esprit de la façon dont les petites anomalies physiques s'enregistre chez quelqu'un dont la formation lui a appris à remarquer ce qui est incohérent. Je ne suis pas une personne naturellement suspicieuse. Je suis une personne dont la formation rend les incohérences visibles contre ma volonté. La clé était petite, le genre qu'on peut attacher à un porte-clés,
et elle était cryptée avec un mot de passe qui était, je le soupçonne, choisi par quelqu'un confiant qu'elle ne serait pas examinée par quelqu'un avec mon parcours. Il utilisait des variations du même schéma de mot de passe pour tout. J'avais remarqué ça au cours de 25 ans de vie numérique partagée. De la façon dont vous remarquez les habitudes de quelqu'un avec qui vous avez vécu côte à côte. Il m'a fallu 40 minutes et 3 tentatives pour accéder au fichier. Je veux décrire ce que j'ai trouvé et comment je l'ai trouvé, parce que les détails techniques sont importants pour comprendre ce que j'ai fait ensuite, et parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le fait que ce qui l'a défait n'était pas dramatique ou émotionnel, mais l'application lente et méthodique, exactement des compétences professionnelles qu'il m'avait regardé utiliser pendant 30 ans, sans apparemment jamais considérer qu'elle pourrait un jour être appliquée à lui. Les premiers fichiers étaient simples. Réservation de vol, 2 billets, départ dans 4 jours, destination, un pays dont la relation avec le droit international d'extradition, j'ai immédiatement reconnu comme la raison de sa sélection. Les billets étaient à son nom et au nom de Kayla. Il y avait des réservations d'hôtels, également à leur nom, pour une propriété dans une ville côtière, dans un pays où une personne avec suffisamment d'argent peut vivre très confortablement et très anonymement. Les fichiers financiers étaient plus complexes et plus instructifs. Il avait établi, à travers une série de sociétés écrans intermédiaires, qui montraient les conseils de quelqu'un avec une assistance professionnelle en structuration financière, un compte offshore dans une juridiction connue pour son secret bancaire. Le compte avait été créé 9 mois auparavant. Le bénéficiaire effectif du compte, tel que documenté dans les fichiers, c'était moi, pas Marcus. Pas un compte partagé, pas une entité commerciale. Moi, personnellement, avec mon nom légal complet et mes données d'identification, et avec des signatures falsifiées sur les documents de création qui étaient suffisamment compétentes pour passer un examen ordinaire, mais que je pouvais voir, avec l'œil particulier de quelqu'un qui a professionnellement examiné des documents frauduleux pendant 3 décennies, n'étaient pas les miennes. Le solde du compte était de 5 200 000 €. Les dépôts avaient été effectués en 4 tranches sur 7 mois, chacune structurée pour éviter les seuils de déclaration automatiques. Une technique que je reconnaissais des cas de fraude que j'avais examinés au cours de ma carrière. L'argent provenait d'un compte intermédiaire qui lui-même remontait à une série de dépôts en espèces qui correspondaient, en timing et en montant approximatif, à une période pendant laquelle je savais, d'après les registres publics du département, qu'une importante saisie de preuves de cartel avait été traitée par le département que Marcus dirigeait. Il avait volé l'argent du cartel dans la salle des preuves. Il l'avait mis dans un compte offshore à mon nom avec mes signatures falsifiées. Et dans 4 jours, lui et Kayla allaient monter dans un avion et me laisser comme bénéficiaire effective documentée de 5 millions d'euros obtenus criminellement dans un compte qui avait été structuré pour me faire paraître comme quelqu'un ayant accumulé de l'argent à travers mes propres crimes financiers. Je suis restée longtemps avec ces informations. Je veux être précise sur ce que j'ai ressenti, parce que je pense qu'il est important d'être précise sur l'expérience émotionnelle d'un tel moment, plutôt que de le simplifier en quelque chose de plus lisible. Il y avait du chagrin, que je portais sous diverses formes depuis des mois, et que cela clarifiait et approfondissait simplement. Il y avait de la colère, qui est arrivée propre et froide plutôt que chaude, de la façon dont la colère arrive quand vous êtes passé au-delà de la surprise et dans le territoire particulier de quelqu'un qui comprend exactement ce qui est devant lui. Et sous les deux, il y avait quelque chose que je peux seulement décrire comme la clarté professionnelle particulière qui arrive quand une situation complexe se résout en un ensemble de problèmes concrets et solvables. Je suis une auditrice financière à la retraite. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé un avocat. Pas encore. Je me suis assise à mon ordinateur avec une tasse de café et j'ai commencé à travailler. Le compte offshore était la clé et y accéder nécessitait de travailler en sens inverse à travers la structure de société écran qui avait été utilisée pour le créer. Ce n'est pas simple,
mais ce n'est pas non plus aussi impénétrable que les personnes qui utilisent ces structures ont tendance à croire, parce que chaque couche d'une structure de société écran nécessite de la documentation, et la documentation laisse des traces, et les traces sont l'habitat professionnel de quelqu'un comme moi. La société qui avait créé le compte avait été constituée dans une juridiction qui nécessitait une divulgation minimale, mais n'était pas complètement opaque. Il y avait des dossiers de dépôt, il y avait des relations d'agents, il y avait des journaux de communication auxquels on pouvait accéder via les portails administratifs des sociétés intermédiaires si on avait les bonnes accréditations. J'avais passé 3 décennies à traiter avec des institutions financières, des organismes de réglementation et des prestataires de services aux entreprises. Je savais comment ces systèmes étaient structurés. Je savais où étaient les points d'accès administratifs. Je savais que la personne qui avait mis ça en place, aussi compétente soit-elle dans la mécanique de la chose, n'avait pas anticipé que le bénéficiaire effectif nominal du compte serait elle-même une personne avec 30 ans d'expérience en forensique financière et la maîtrise technique spécifique pour naviguer dans le back-end de la structure. Cela m'a pris 11 heures. J'ai travaillé toute la nuit, méthodiquement, de la façon dont j'avais toujours travaillé sur des codes audits complexes, sans me précipiter, sans prendre de raccourcis, documentant chaque étape avec l'habitude de quelqu'un qui comprend que la documentation est la fondation de tout ce qui suit. À 4 heures du matin, j'avais le contrôle administratif du compte. À 5 heures, j'avais vérifié que le contrôle était complet et que les transferts que j'allais initier s'exécuteraient proprement. Je n'ai pas gardé l'argent. Je veux être claire à ce sujet, parce que la question de ce que j'en ai fait est le cœur de l'histoire. J'avais 5 millions d'euros sous mon contrôle administratif, de l'argent obtenu criminellement, qui se trouvait dans un compte à mon nom, qui avait été conçu pour me détruire. Le garder aurait été un autre crime. Le signaler au département de police qu'il dirigeait aurait signifié le signaler à l'institution qu'il contrôlait. Aucune de ces options n'était disponible pour moi. Ce qui était disponible pour moi, c'était la Fondation des orphelins de l'État, une organisation caritative enregistrée publiquement dont j'avais entendu parler à travers l'engagement communautaire, dont les coordonnées bancaires étaient accessibles publiquement sur son dossier de charité enregistré et dont le système de traitement des dons pouvait accepter des virements électroniques du type que j'allais faire. J'ai transféré le solde total, 5 200 000 euros, à la Fondation à 5h17 du matin. Le transfert s'est exécuté proprement. Et puis j'ai fait la chose qui a transformé un transfert financier en quelque chose d'entièrement différent. J'ai enregistré le don. En France, les dons caritatifs, au-delà de certains seuils, nécessitent une documentation à des fins fiscales, et la documentation est soumise aux autorités fiscales de l'État et génère un enregistrement public. J'ai complété l'enregistrement du don avec toute la formalité légale, listant les donateurs par nom. Marcus, en sa qualité de commissaire divisionnaire, et Kayla, en tant que son associé répertorié. J'ai inclus les coordonnées du compte d'où provenaient les fonds. J'ai soumis l'enregistrement électroniquement, ce qui signifiait qu'il était horodaté, déposé, et générerait une reconnaissance automatique à la fois à l'autorité fiscale de l'État et au dossier des donateurs de la Fondation. La Fondation recevrait une notification du don, avec les coordonnées du donateur, avant 9 heures du matin. L'autorité fiscale de l'État recevrait le dossier et générerait un enregistrement public. Un don de 5 millions de la part d'un commissaire de police ne passerait pas inaperçu. Je me suis couchée à 6h15. J'ai dormi 3 heures. Je me suis levée, je me suis habillée soigneusement et je me suis préparée à être une femme soutenante à une conférence de presse. La conférence de presse avait été programmée pour 10 heures du matin et avait été organisée autour du thème de la répression de la violence des cartels dans l'État. Ce que j'ai noté, assise au premier rang avec mon téléphone sur les genoux, était le genre d'ironie qui s'écrit d'elle-même. Marcus était au pupitre, poli dans son uniforme de cérémonie.
prononçant des remarques qu'il avait préparées pendant des semaines et qu'il vivait clairement comme une performance finale. Le dernier acte officiel d'une carrière qu'il était sur le point d'abandonner. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air d'un homme qui avait un plan. Son téléphone était sur le pupitre. Je pouvais voir, du premier rang, qu'il n'avait pas encore regardé. L'alerte de solde 0 du compte offshore aurait dû arriver à un moment après 5h17. Il ne l'avait pas encore remarqué. Je regardais la porte. Le préfet entra à 10h23, accompagné de son personnel de communication, de 2 responsables régionaux que je reconnaissais, d'un groupe de photographes et d'un assistant de production portant ce que je peux seulement décrire comme le plus grand chèque symbolique que j'ai jamais vu en personne. Le genre utilisé lors des présentations caritatives, surdimensionné, avec le montant imprimé en grands chiffres et le nom du donateur clairement imprimé sur le devant. La salle, qui avait été attentive aux remarques du commissaire sur l'interdiction des cartels, s'est déplacée entièrement. Les caméras qui avaient été focalisées sur le pupitre se sont tournées vers le préfet. La presse, entraînée à reconnaître quand la vraie histoire est entrée dans la pièce, s'est déplacée instinctivement. Marcus s'est arrêté de parler à mi-phrase. Le préfet était gracieux et chaleureux et entièrement en possession de son récit. Il remercia la presse de sa patience, s'excusa de l'interruption et dit qu'il avait une annonce qui ne pouvait tout simplement pas attendre, parce que quand un agent public fait une contribution de cette magnitude aux enfants de cet État, elle devait être reconnue immédiatement et publiquement. Il décrivit le don. 5 200 000 € à la Fondation des orphelins de l'État, reçu ce matin, le plus grand don charitable unique dans l'histoire de la Fondation. Il nomma les donateurs. Il brandit le chèque symbolique. Je regardais le visage de Marcus depuis le premier rang et je veux essayer de décrire ce qui lui arriva, parce que ça s'est produit sur une période d'environ 8 secondes et c'était, à sa façon, l'arc complet d'un type particulier de prise de conscience. La première seconde fut d'incompréhension, l'expression de quelqu'un entendant son nom attaché à une déclaration qui ne se calcule pas. La deuxième seconde fut le début du traitement, quelque chose derrière ses yeux commençant à faire le calcul. Les troisième et quatrième secondes virent le calcul se compléter, arriver à la réponse. Le moment particulier où une personne comprend simultanément ce qui s'est passé, ce que ça signifie et ce qu'elle a perdu. Il regarda son téléphone. L'alerte de solde 0 était là. 5 200 000 € transférés à 5h17 ce matin. Le compte qu'il avait construit sur 9 mois, le fonds de fuite, le plan, disparu. Donné, en son nom, aux orphelins, en direct à la télévision, avec un dossier fiscal déjà dans le registre de l'État et qui ne pouvait pas être annulé. Il comprit également, dans ce moment, que le cartel dont il avait pris l'argent savait exactement ce qu'il avait pris et attendait de voir ce qu'il en ferait. Et ce qu'il en avait fait, selon le registre public, c'était le donner aux orphelins. Le cartel ne se souciait pas des orphelins. Le cartel se souciait de leur argent, et l'argent était parti. Et l'homme qui l'avait pris se tenait à un pupitre en direct à la télévision, avec son nom sur un chèque symbolique. Une journaliste d'investigation dans le 3e rang, une femme que je reconnaissais comme quelqu'un qui couvrait la corruption du département de police pour le journal régional depuis plusieurs années, avait son ordinateur portable ouvert. Elle tapait rapidement, et je pouvais voir depuis l'angle de son écran qu'elle comparait des chiffres. Les 5 millions du don, les 5 millions de la saisie de preuves qui avaient été signalées comme non comptabilisées dans un audit départemental publié 3 mois plus tôt. Le timing. Les coordonnées du compte dans le dossier fiscal public. Elle leva la main. La question qu'elle posa était précise, factuelle et dévastatrice. Elle demanda au préfet si les coordonnées du compte, répertoriées sur le dossier de dons charitables, correspondaient à une structure de compte offshore similaire à celles utilisées dans les enquêtes sur la criminalité financière. Et elle demanda au commissaire s'il souhaitait commenter le fait que le montant du don était exactement égal au fonds non comptabilisé
de la saisie de preuves décrite dans l'audit départemental. La salle explosa. Marcus agrippa le pupitre. Il dit quelque chose qui n'était pas une phrase. Kayla, qui se tenait sur le côté de la salle dans son uniforme de cérémonie, regarda son téléphone, regarda Marcus et prit la décision que les gens prennent en temps réel quand ils comprennent que la personne à côté d'eux vient de devenir un risque. Elle recula. Elle recula encore. Elle parlait déjà à quelqu'un au téléphone quand le premier officier de l'inspection générale entra dans la salle. Les agents du parquet national financier arrivèrent par la porte latérale. Marcus fut arrêté au pupitre. Il fut menotté dans son uniforme de cérémonie, devant chaque caméra dans la salle, en direct à la télévision, au milieu d'une conférence de presse sur la lutte contre la violence des cartels, pendant que le préfet se tenait sur le côté, tenant un chèque symbolique au nom de Marcus pour 5 millions d'euros donnés aux orphelins. Je me levai du premier rang. Je marchai vers la sortie. Un adjoint que je reconnaissais me tint la porte. Je le remerciai et marchai dans le couloir, et puis dehors dans le matin. Je veux vous laisser avec ce à quoi j'en suis arrivée à ce sujet, parce que j'y ai beaucoup réfléchi au cours des mois qui ont suivi. La meilleure façon d'exposer un homme corrompu n'est pas de le confronter directement, parce que la confrontation directe lui donne le temps de se préparer, de gérer le récit, de déployer les ressources et les relations qu'il a accumulées au service de sa propre protection. Les institutions autour de lui le protégeront. Les gens qui lui doivent quelque chose le protégeront. Sa propre confiance dans son intouchabilité l'armera. La meilleure façon est d'utiliser sa propre structure contre lui, de prendre la chose qu'il a construite pour sa protection et de la transformer en la chose qui le détruit, si proprement et si complètement que le temps qu'il comprenne ce qui s'est passé, le dossier public existe déjà et ne peut pas être modifié. De faire de lui, aux yeux de l'État et des caméras, et de la documentation fiscale définitivement déposée, le donateur le plus généreux de l'histoire de la Fondation. De lui attribuer le mérite, publiquement et irrévocablement, de la meilleure chose que son argent ait jamais faite. Il a volé dans les preuves. Il a falsifié mon nom. Il avait prévu de me laisser en prison fédérale pendant qu'il vivait confortablement dans un pays qui ne l'aurait jamais extradé. Et à la place, il est lui-même en prison. Le cartel cherche de l'argent qui n'existe plus sous aucune forme récupérable et la Fondation des orphelins de l'État a reçu le plus grand don unique de son histoire. Les enfants sont pris en charge. L'homme corrompu est responsable. Les signatures falsifiées à mon nom étaient les premières preuves examinées dans l'enquête fédérale. Et elles ont été examinées par des personnes qui ont immédiatement compris qu'une femme qui avait passé 30 ans comme auditrice financière n'avait pas fait les erreurs spécifiques qui apparaissaient dans ces documents. Je suis sortie. Je n'ai jamais été inculpée. Je n'ai même jamais été sérieusement interrogée, une fois l'enquête commencée depuis 3 jours. Le meilleur audit que j'ai jamais fait, c'est le travail que j'ai accompli entre minuit et 5 heures du matin, un jeudi de printemps, avec une tasse de café et 30 ans de savoir exactement comment l'argent se déplace et où il laisse des traces, et quoi faire quand les traces vous appartiennent. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, laissez un commentaire. Je lis chacun d'entre eux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve à la prochaine confession.